Viticulture, cépage résistant, recherche agronomique. C'est l'heure de la Goutte Podcast. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de la Goutte Podcast. Et aujourd'hui, on va parler de cépages résistants et de traitements phytosanitaires. On en parle forcément à l'agroscope avec Jean-Sébastien Reynard. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir ici. Est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas l'agroscope, tu peux nous présenter ce que c'est? Oui, alors, Agroscope, en fait, c'est la station, ça fait partie de la confédération, en fait, c'est le service qui s'occupe de la recherche agronomique. Donc de tout ce qui est agriculture, production donc, mais ça va c'est relativement grand Agroscope, ça s'occupe aussi des animaux, par exemple, de la transformation du lait, d'optimiser le fromage, par exemple, ou alors dans le cas de figure ici, donc ici on se situe à Puy, c'est le site principal où le groupe de viticulture est basé. Donc moi, je travaille dans le groupe de viticulture Agroscope et où là, en fait, l'idée, c'est de faire de la recherche agronomique au service de la production pour pouvoir optimiser, en fait, la viticulture et l'œnologie in fine, ouais. Donc faciliter un peu la vie des vignerons. Exactement, faciliter, répondre aussi à des questions. En fait, c'est utiliser un peu une approche expérimentale, scientifique pour, savoir lequel des peut-être des techniques ou des solutions est plus à même de nous apporter. Donc après, il y a les grands, thématiques, disons sociétales. L'idée, c'est de travailler, de développer des outils ou par exemple, les cépages résistants Ça, pour c'est ta mission en particulier? moi, je travaille, alors ici, on est plusieurs collaborateurs. On travaille sur plusieurs thématiques. Par exemple, une, c'est réduire les herbicides. Donc là, il y a tout plein de questions aussi par rapport à ça. Comment on peut faire? Quelles sont les techniques qui pourraient remplacer, avec des machines ou pas? Donc ça, il y a une partie des projets de recherche qui est là-dessus. Puis moi, je m'occupe plus sur la partie végétale, donc les différents cépages. Donc ça, c'est la science de l'empélographie disons, en viticulture, on l'appelle comme ça. Donc et il y a aussi un aspect, disons, sur les cépages, disons, classiques comme le pinot, le chasselas. Il y a des variations à l'intérieur des cépages qu'on appelle les clones. Donc il y a une sélection clonale qui se fait aussi à agroscope, c'est-à-dire qu'on va essayer de chercher des types qui sont les plus intéressants et des caractéristiques, particulières. Et puis il y a aussi tout ce qui est création de nouvelles variétés, donc de nouveaux cépages. Donc là, on parle surtout de cépages résistants à l'heure actuelle. C'est plus que ça qui se fait. Et donc là, moi, je travaille, là-dedans. Donc moi, j'ai commencé assez récemment. C'était mon collègue, avant qui a fait sa carrière là-dessus D'accord. et voilà. Donc moi, j'ai repris ça en début d'année, ouais. Mais quand on parle de, cépages résistants pour, des gens comme moi, quand on n'y connaît rien, on imagine que c'est quelque chose de totalement créé par l'homme, d'artificiel. Est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce que c'est un cépage résistant? Ouais, ouais, alors, ouais, effectivement, après, c'est des raccourcis, disons, de vocabulaire. Un cépage résistant, il faut s'imaginer, en fait, c'est un cépage comme un autre, j'aurais envie de dire. C'est si ce n'est peut-être le plus facile pour comprendre tout ça, c'est quand même moi, je le dis souvent, c'est d'avoir un peu une approche historique pour se rendre compte comment comment se sont imbriquées les choses et pourquoi on les parle comme ça. Il faut s'imaginer que la vigne, on la connaît ici en Europe, en Asie. Elle était en fait de manière spontanée, elle se trouvait dans les forêts, ce qu'on appelle la vigne sauvage. Et on parle de 7 000 à 8 000 ans, donc ça remonte quand même à quelque temps, à l'aube des civilisations. Les gens se sont intéressés, les hommes et les femmes se sont intéressés à ces plantes. Probablement, ils l'ont vinifié déjà à l'époque avec leur, leur méthode relativement rudimentaire, mais assez vite, en fait, il y a eu une sélection, c'est-à-dire qu'ils ont choisi, en fait, ils ont domestiqué la vigne sauvage, ici en Europe et en Asie. On parle de la région du Caucase, de l'Iran. Et en fait, c'est ce qui a donné Vitis vinifera. Ça a donné notre plante qu'on la connaît maintenant, enfin, disons, pour la grande partie de l'histoire de la vigne et du vin, c'est celle à laquelle on était habitué. Mais il faut aussi imaginer que cette vigne sauvage, elle avait des cousines qui ne se trouvaient pas en Europe, ni en Asie, en tout cas pas au Proche-Orient, mais le continent nord-américain, on est du côté peut-être de la Sibérie, du Japon. Il y avait une ressource là de cousines, en fait, un peu comme nous, si on aurait des cousins, des lointains cousins. Mais c'était des espèces différentes, c'est-à-dire un peu différentes de ce que je veux dire en termes de c'est, un peu comme si vous comparez des plantes, c'est pas ou alors comme nous avec, finalement, l'être humain et le singe, c'est des espèces différentes, mais ben, voilà. Mais ce qu'il y a de manière, en fait, ces espèces-là, les gens
qui vivaient là-bas n'ont pas travaillé sur ces espèces, ils ne l'ont pas domestiqué. Donc, c'est des choses qui sont restées à l'état sauvage et il n'y a pas eu de travail de sélection pour aller vers des choses qui sont intéressantes au niveau vinification. C'est pour ça que toutes ces autres, c'est pour ça que maintenant le 99 du vin qui est produit à travers le monde, en fait, ça vient de cette espèce Vitis vinifera. Mais pourquoi? Parce que historiquement, depuis l'aube des civilisations, en fait, les gens ont travaillé cette plante pour arriver à quelque chose qui est intéressant au niveau du vin, quoi. Et alors le but de tes recherches, en in fine, la finalité, ce serait quoi? D'enlever un maximum le traitement, Voilà. phytosanitaire? Ben, en fait, c'est ça. Le problème qu'il y a avec vigne, Vitis vinifera, en fait, c'est elle a été confinée à l'Europe et au Proche-Orient. Et là, en fait, il y a des maladies qui n'existaient pas jusqu'à très récemment. Il y a jusqu'à pas si longtemps, pour traverser l'Atlantique, c'était une barrière, c'était impossible, quoi. Et puis au 19e siècle, lorsqu'il y a eu les bateaux à vapeur qui ont été développés, tout d'un coup, en l'espace de 2 3 semaines, on pouvait traverser l'Atlantique et puis c'est ce qui arrive maintenant, je dirais, ça continue à arriver, c'est qu'en fait les pathogènes, bah, on a vu avec le covid, pour l'être humain, c'est la même chose, ils bougent aussi beaucoup plus facilement. Donc en fait, il y a des pathogènes fongiques, donc des champignons, le mildiou et l'oïdium, qui sont arrivés au milieu du 19e siècle en Europe. Et là, c'était la catastrophe parce que Vitis vinifera est absolument pas elle n'a pas appris à se défendre et en fait, là, ça a été véritablement une catastrophe et il a fallu trouver des solutions. Et une des solutions, c'était utiliser des traitements à base de produits phytosanitaires. Donc, tout au début, c'était le cuivre et le soufre, des choses qui sont toujours utilisées maintenant. Et puis, l'autre option, c'était de regarder ben, dans ces pays d'où provenaient ces maladies. Les plantes, eux, avaient eu enfin, l'occasion de coévoluer, on appelle, c'est-à-dire ils étaient en contact et du coup, il y avait une résistance naturelle. Mais d'un côté, on avait ces plantes, ces cousines, ces espèces cousines de la vigne européenne qui étaient résistantes, mais qui donnaient des vins qui n'étaient pas du tout intéressants, qui correspondaient pas au goût des consommateurs. Et puis de l'autre, on avait cette vigne européenne qui était bien sous tout rapport, si ce n'est qu'avec ces nouveaux intrus, ben, elle mourait, quoi. Donc en fait, c'est ça un peu la problématique. C'est pour ça qu'une des pistes depuis le 19e siècle qui a été explorée, c'était d'essayer de croiser, de mélanger ces deux et sélectionner dans les descendants quelque chose qui ressemble à la Vitis vinifera, qui donne des vins intéressants en termes de vinification, en termes agronomiques aussi, mais par contre qui sont résistants. Donc en fait, ces cépages résistants, c'est ça en fait ce que ça correspond en fait. C'est un mélange de la vigne européenne comme on la connaît depuis l'aube des civilisations et puis ces espèces soit américaines, soit asiatiques qui confèrent en fait les résistances, qui donnent les résistances. La plus grosse menace aujourd'hui pour les vignes en Suisse, c'est quoi? Alors, disons la grosse menace, concrètement en termes pratiques, on voit bien, c'est les maladies fongiques, ça c'est véritable. C'est toujours la même chose, quoi. Disons que ça, c'est toujours un problème. C'est bien pour ça qu'en fait, on n'a pas résolu ce problème. Puis il faut bien s'imaginer, à cause de ces noms de maladies fongiques, le mildiou et l'oïdium, on fait entre 8 et 10 traitements en moyenne. Mais ça veut dire en plus, il faut s'imaginer, l'agriculture, c'est pas quelque chose ça varie en fonction des terroirs. On n'a pas les mêmes conditions ici à Puy que par exemple au Tessin ou en Suisse alémanique. Et puis aussi en termes de millésime, parce que le climat varie un petit peu quand même de millésime à un autre. Par exemple, l'année passée, si vous vous rappelez, l'été est quand même relativement pourri, fait, on a eu pas mal d'eau et en fait, il y avait des pressions de maladies fongiques qui étaient très importantes et il faut s'imaginer que pour la pratique, pour les vignerons, ce genre de maladie, ça implique entre voilà, 8, 10, mais en fonction des situations, par exemple au Tessin où il pleut encore plus, on est à 15, une quinzaine de traitements dans la saison. Il y a certains endroits, c'est chaque semaine, il faut traiter. Et puis, même comme ça, on a des pertes de récolte. Et puis, on peut même avoir des pertes de récolte totales. Donc, en fait, il faut s'imaginer, en fait, effectivement, c'est un problème qui est absolument pas résolu à l'heure actuelle. Enfin, résolu, dans le sens où il n'a pas disparu. Ces maladies arrivent. Et puis après, il a fallu trouver des solutions. Donc, une des solutions, c'était de pouvoir traiter, qui est une solution qui marche relativement bien, si on le fait correctement et tout. Mais voilà, après, l'idée, c'est aussi pouvoir de diminuer aussi un peu ces traitements. Donc, une des pistes que Agroscope, disons, explore depuis maintenant pratiquement une trentaine d'années, parce qu'il faut savoir, pour développer ces cépages, ça prend vraiment beaucoup de temps, parce que la vigne, ben, elle a un cycle relativement long, parce qu'il faut s'imaginer, lorsqu'on développe un nouveau cépage, on part de pépins.
Donc 3 ans, c'est ça? pour avoir 3 ans pour avoir une récolte. Mais après, il faut s'imaginer que en fait, c'est un peu comme, lorsqu'on fait en fait, c'est comme pour les mammifères, comme pour nous, les descendants de mêmes parents, c'est tous des frères et sœurs, ils sont tous différents. Ils sont tous différents, et là-dedans, il y aura ceux qui seront absolument pas intéressants. Pourquoi? Parce qu'ils résistent pas, parce qu'ils produisent pas, parce qu'ils sont pas intéressants en termes de vin. Donc en fait, il y a tout un travail de sélection, de trier finalement le bon grain de livret là-dedans pour arriver après une dizaine d'années de sélection, 15 ans de sélection, pour dire: «Voilà, celui-là, c'est quelque chose qui est intéressant parce que quoi». Donc en fait, on peut pas s'imaginer simplement faire un croisement, prendre des pépins et distribuer ça ce Trop facile. ce serait trop facile. En fait, c'est un cépage, c'est juste parce que qu'est-ce qu'un cépage? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'un cépage? En fait, un cépage, c'est en fait une vigne issue d'un pépin. Si on regarde, par exemple, il faut s'imaginer que la vigne, on peut facilement la bouturer ou faire du greffage, c'est-à-dire qu'on peut la copier. Ce qui est totalement, étrange pour nous parce que faut c'est comme si c'est comme si on coupe un doigt, puis tu le remets, je sais pas, tu le mets sur le bureau, puis tu es en fin d'année, ben, ça a recréé, un être humain tel que toi, quoi, tu vois? Donc en fait, un cépage, c'est exactement ce que c'est, quoi. C'est que si tu remontes assez loin, c'est un pépin qui a donné un individu, qui après ensuite a été multiplié. Donc c'est Pinot, c'est Chasselas qu'on a, le Merlot par exemple, c'est-à-dire que si on remonte assez loin, et ben, il y avait un pépin, une petite plantule, Ils sont tous frères, quoi. alors ils sont tous identiques après, si tu veux, quoi. Bah, enfin, ils sont même pas frères parce que, tu sais, il faut bien se rendre compte que lorsqu'on passe par cette reproduction sexuée avec des parents, en fait, on remélange, quoi. Toi, ta sœur, ton frère, si tu en as, et vous êtes pas la même chose, quoi. C'est pas des jumeaux. Alors que, par exemple, lorsqu'on parle de cépage, si on a un pinot de Bourgogne ou un pinot, valaisan, ou on va dans l'Oregon aux États-Unis, on a un pinot, en fait, c'est tous des jumeaux, en fait. Ils proviennent tous, si on remonte probablement des centaines d'années, des milliers d'années, ils proviennent d'un pépin. Donc en fait, un cépage, c'est ça, en fait, ce que c'est, quoi. Et justement, à propos des cépages, est-ce qu'il y en a qui sont voués à disparaître, pour, éliminer totalement des maladies ou par rapport au réchauffement climatique, on en Ouais. ramassie beaucoup? Après, il faut s'imaginer ces histoires de cépage, déjà, donc c'est un pépin, donc il faut s'imaginer que il s'en est toujours créé de manière naturelle. Avant, c'est simplement, je pense qu'il y a un pépin qui tombait par terre, il poussait, les gens le trouvaient intéressant et puis ils l'ont multiplié, ils l'ont copié, et puis automatiquement, il y a aussi des cépages qui disparaissent. On voit bien quand on lit les anciens ouvrages, sur ces cépages, on voit bien qu'il y a des cépages qui ont disparu, qu'on les retrouve plus, quoi, effectivement, ouais. Alors quand on dit cépage autochtone, finalement, c'est pas totalement vrai. Ouais, alors, ah bah, ça, c'est une bonne question. C'est assez, oui, autochtone, ça veut dire, je dirais la seule chose qu'on est sûr, c'est les cépages qui ont été créés peut-être ces 100-150 dernières années, où il y a vraiment une trace. En plus, là, on peut vraiment savoir. Le reste, c'est, généralement aussi dans le passé, la répartition des cépages était différente de ce qu'elle est maintenant quand même. Donc il y a des choses, par exemple, il y a des choses qui sont un peu étonnantes. Par exemple, en Valais, on a l'Humagne blanc. Tout le monde considère l'Humagne comme un cépage autochtone, mais on a trouvé dans des collections, dans le sud de la France, par exemple. Toi, tu disais, tes parents sont dans le sud de la France. Donc, en fait, ça veut dire que probablement de l'époque romaine ou disons au Moyen Âge, ce cépage, il était diffusé un peu partout en Europe, et Et qu'il puis en reste dans et puis quelques là et puis maintenant, il en endroits. reste dans quelques endroits. Donc de savoir qu'est-ce qui est autochtone, d'où ça vient, c'est quand même assez difficile parce qu'il faut s'imaginer l'être humain. Maintenant, on parle de mondialisation, mais c'est pas tout à fait nouveau. Les gens avant bougeaient, Bien sûr, s'échangeaient, donc on sait plus ouais. vraiment, Ouais, des fois, c'est un petit peu compliqué, disons, c'est un petit peu compliqué. Après, par contre, on le voit quand même, il y a des cépages qui sont identitaires, qui sont liés à un endroit, comme, l'Arvine, par exemple, au Valais, ou le Chasselas, on voit bien, c'est l'arc lémanique. Mais alors, quant à dire après, certifié où il est né, ils ont toujours été là. c'est difficile ça, je pense que c'est, mais bon, voilà, ça fait partie aussi du charme, du mystère, on peut pas tout savoir. Pour revenir, à tout ce qui est traitement, on parle de vin nature, de biodynamie, de bio. C'est quelque chose qui reste quand même très flou pour, les consommateurs, si on leur demande de différencier, ils ne savent pas forcément. Est-ce que, même si on fait du bio, même si on fait du nature, est-ce qu'il y a du traitement quand même ou pas? Oui, alors ça, effectivement, il faut regarder. En fait, la vigne, ici, dans nos conditions,
la vigne, disons classique, européenne, comme un pinot, un chasselas, nous, on le voit parce qu'on a des essais, lorsqu'on fait ces créations de cépages, on a ces nouveaux cépages, on met en fait, pour comparer en fait, une sorte de témoin, si vous voulez bien, du chasselas et on voit bien lorsqu'on la traite pas, parce on les traite en fait, enfin, on dans l'expérience, si tu veux, dans le dispositif expérimental, on traite comme ces nouveaux pépins et puis pour voir s'ils sont résistants ou pas, on fait pas de traitement et dans ces cas-là, en fait, on a des dégâts qui sont, je dirais, dans la grande partie des millésimes qui sont totales. C'est-à-dire que dans nos conditions, sans traitement, on n'arrive pas. Par contre, ce qu'on peut faire, ça c'est l'approche bio et biodynamique, c'est de se dire, en fait, il y a deux catégories de produits de traitement. Il y a les produits naturels et puis les produits synthétiques, c'est-à-dire qui sont issus de la synthèse chimique, si vous voulez bien, quoi. Donc en fait, en viticulture ou en agriculture biologique, en fait, on traite les vignes, mais en fait, par exemple, avec du cuivre et du soufre, qui sont des métaux qui sont en fait pas qui sont pas créés de manière chimique. C'est pas un produit de synthèse. Donc dans ce cadre-là, on traite la vigne. Avec la viticulture bio, vu que c'est des produits qui sont finalement moins efficaces ou disons ils durent moins sur la plante, en fait, il faut les renouveler plus souvent. Donc en fait, en termes de fréquence de traitement, les fréquences sont augmentées, quoi. C'est juste qu'on n'utilise pas les mêmes produits, en fait, ouais. D'accord. Et nature, c'est quoi? La nature, c'est une façon de faire le vin, en fait, donc ça, c'est pas Il y a rien par rapport à la vigne? disons alors après, généralement, c'est sous-entendu ou en tout cas, c'est fortement, suggéré qu'en fait, c'est des raisins issus de la viticulture, biologique, il me semble, mais je sais même pas. Je crois que maintenant, il y a une charte qui est en train d'être élaborée, D'accord. donc tu vois, le bio, par exemple, il y a vraiment c'est défini, il y a un cadre. Vin nature, ça reste, en fonction de qui on parle, je pense qu'on n'a peut-être pas la même définition. Mais en tout cas, vin nature, je pense, c'est plus le côté pas d'intrants à la vinification. Alors c'est vrai que si on pousse le concept, ça semble logique de dire pas d'intrants, avant à la vigne, mais pas d'intrants à la vigne, c'est pas possible, comme je vous disais, parce qu'on est obligé d'amener quelque chose, à moins de travailler avec des cépages résistants. Mais même dans ce cadre-là, généralement, ça c'est quelque chose qu'on n'en a pas parlé, mais les cépages résistants, on passe pas de 10 traitements à zéro. L'idée, c'est de réduire fortement, mais d'économiser peut-être 80 à 90%. Mais il y aura quand même des traitements, un à 2 traitements par année. Et là, dans les cépages, connus ici, est-ce qu'il y en a un justement qui commence à avoir des bons résultats en résistance, Ouais. Alors effectivement, il faut s'imaginer là, ces cépages résistants, il y en a relativement beaucoup qui ont été, sur le marché. Donc un vigneron peut enfin, il y a vraiment une offre assez, importante, de plus en plus, parce que les gens on voit bien maintenant, c'est quelque chose qui est assez trendy. Donc il y a beaucoup d'instituts, même de firmes privées qui ont investi des programmes de sélection pour développer ces nouveaux cépages. Donc il y en a aussi continuellement des nouveaux qui arrivent sur le marché. Mais maintenant, si on regarde, en gros, pour la Suisse, on parle de entre 3 et 4 de la surface du vignoble qui est plantée avec ces cépages résistants. Donc c'est relativement peu. À l'échelle européenne, peut-être les plus connus, c'est l'Allemagne, mais on est dans ces ordres de grandeur-là. Donc c'est un 20e, donc on est vraiment c'est encore pas très répandu. C'est le début, mais disons, on espère que ça va se développer, parce que c'est vrai que c'est une façon de faire la viticulture avec moins d'intrants. Aussi pour les viticulteurs, c'est une sécurité parce qu'en fonction des millésimes, généralement, on n'a pas de souci de perte de récolte due à ça. Par contre, c'est vrai que c'est le défi aussi d'après à faire du marketing, qu'en fait le consommateur, achète parce que in fine, ce qui fait en fait ce qui va décider, c'est ce que le consommateur achète et veut quoi finalement. Si le consommateur veut boire du chasselas à 100, bah, il n'y aura pas de place pour ces cépages-là. Après s'il veut tester quelque chose de différent, en expliquant mais ça, c'est vrai que c'est tout un travail aussi parce qu'il faut s'imaginer un cépage, ça prend 15 20 ans pour le développer. Puis alors après, pour l'intégrer sur le marché, il y a tout un travail Il faut justement. plusieurs générations avant que ça s'installe? Et ça prend beaucoup de temps. Mais en ce moment, celui qui est le plus planté de ces 4 de surface, c'est le Divico. OK. Il y a un peu plus de 100 hectares en Suisse. Ça, c'est un cépage, rouge qui a été développé ici par mon prédécesseur, Jean-Laurent Spring et c'est des cépages qui sont effectivement qui nécessitent, très peu de traitement, qui donnent des vins qui sont intéressants. On peut aussi les passer en barrique, donc je dirais ça, c'est quelque chose qui commence un peu à s'établir et on voit un peu quand on discute avec les gens, même dans les consommateurs, je vois le Divico, c'est un concept qui gentiment commence à être connu comme cépage, comme si on dirait un pinot ou un gamay.
Et Mais ça prend du temps, oui. tu me disais tout à l'heure que du coup, donc on est entouré de vignes ici, que vous alliez jusqu'à la vinification, du vin. Toi qui goûtes, ces vins-là, est-ce que tu vois une différence vraiment entre un cépage, par exemple de chasselas, pur et puis un cépage, résistant, Alors bien sûr, entre les cépages, il y a les typologies de vins qui sont différents. Quand on fait des croisements parmi les différents pépins, il y a de ceux qui sont plus intéressants que d'autres. Il y a ceux qui sont aromatiques, on voit bien, plus comme peut-être comme un muscat, comme une arvine, d'autres qui sont peut-être plus neutres. Donc on voit bien là, il y a une différence. Après là, maintenant, on a des projets, ce qu'on appelle, parce que disons, par exemple, le Divico, l'idée c'était d'avoir quelque chose d'intéressant qui résiste. Puis maintenant, sur les projets qu'on a en ce moment, qu'on est en train de les suivre en termes de création variétale, de sélection, on a utilisé les cépages, classiques comme le chasselas, le pinot et puis dans les descendants, en fait, on sélectionne. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui résiste vraiment bien à ces maladies, qui nécessite très peu de traitement, mais qui ressemble passablement ou à beaucoup. C'est un peu le but, d'avoir quelque chose qui ressemble au par exemple au pinot, au chasselas. Donc l'idée, disons le graal, ce serait on peut pas techniquement maintenant, faire un chasselas résistant. On n'arrive pas. On peut pas le transformer comme ça marche pas, on n'arrive pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre un chasselas, on croise avec un super résistant, puis dans les descendants, on va choisir, on va sélectionner quelque chose qui ressemble au chasselas, au pinot, en termes de vin, hein, je parle, par contre qui est résistant. Donc ça, d'ici, je pense 5, 6, 7 ans, on va arriver avec des cépages comme ça, c'est-à-dire que en théorie, pour le consommateur, à part, que c'est plus du chasselas, ce sera un descendant, ce sera le fils ou la petite-fille du chasselas. Mais on va arriver avec des choses qui nécessitent peu de traitement, moins d'intrants, et puis qui seront, typologie chasselas, qui seront un descendant de chasselas. et est-ce que les vignerons, ils soutiennent tout ça ou ils sont un peu réticents, Oh, réfractaires? non, alors les vignerons, il faut s'imaginer, les vignerons, il y a plein disons de ressentis différents. Je pense, eux aussi ont des consommateurs différents. On n'est pas tous enfin, tout le monde n'est pas sur les mêmes créneaux. Donc il y a des gens, je dirais un peu comme dans la société en général avec la technologie, il y a des gens qui sont très friands des nouveautés, d'autres un peu moins. Mais je dirais en général, dans l'ensemble, les gens sont vraiment intéressés parce qu'on voit que c'est vraiment une problématique, concrète. Ces histoires de maladies, ça nécessite déjà un travail, un souci, parce qu'il faut s'imaginer lorsqu'on a ces attaques de maladies, ben, on voit là, en fait, la vendange qui disparaît. Qui dit pas de raisin, dit pas de vin, donc il y a et puis on voit aussi dans la société toutes ces discussions, c'est un peu des fois un peu ce cliché de l'agriculteur pollueur, donc on voit bien, dans l'idéal, il faut quand même bien s'imaginer un vigneron, un agriculteur, il y a aucun qui traite avec gaieté de cœur. Il y a pas un plaisir de dépendre des pesticides. Il faut bien s'imaginer que ça répond en fait à une demande, parce que concrètement, si on le fait pas, ben, on n'a rien, quoi. Donc en fait, on peut pas survivre. Si on est agriculteur, on doit arriver à la fin qu'un produit. Si on l'a pas, et ben, on fait faillite, quoi. Voilà, c'est un peu comme nous, si on travaille puis à la fin on n'a pas de salaire, on fait ça peut-être une saison, 2, puis après On arrête. on arrête parce qu'on est simplement poussé à l'extérieur du marché, quoi. Donc je dirais par rapport à ça, oui, il y a un intérêt, mais par contre, le problème c'est que, il faut pouvoir le susciter aussi, enfin l'expliquer aux consommateurs parce que comme je le disais avant, en fait, ce qui va driver tout ça, en fait, c'est vraiment le consommateur, quoi. In fine, c'est lui qui est roi avec son porte-monnaie, qui va acheter, oui, non et c'est ça qui mais on voit, en fait, ces cépages, les gens qui ont ce qui est difficile, c'est quand on est en grande surface où là, le consommateur va plutôt, regarder peut-être une étiquette, sur des choses qu'il connaît, c'est logique. Sûr. Mais lorsqu'on a sur des petites structures où on fait de la vente directe, où On peut faire découvrir on peut directement. faire découvrir et puis on a un storytelling assez facile finalement à développer avec tout ça. On voit qu'on a enfin, il y a des gens qui ont des marchés pour ça. Par contre, c'est vrai que ça reste encore très petit et confidentiel. Alors il faudra voir comment ça va évoluer avec le temps, avec peut-être la génération, les jeunes générations de consommateurs. Mais après oui, il y a des difficultés. Déjà, on voit la difficulté d'intéresser les jeunes consommateurs au vin, via le produit de manière globale et puis voilà, des nouveaux cépages, Et question bête, mais qui me vient comme ça, est-ce que, il y a une chance de faire confiance à la nature? Alors du coup, ça va un peu à l'encontre de tout ton travail, mais de se dire que,
peut-être que les cépages, avec le temps, ils vont s'endurcir et devenir Ouais, résistants. alors ça, c'est une bonne remarque parce qu'on entend des fois ce genre de position et effectivement, on pourrait de manière un peu naïve le dire. Par contre, malheureusement, la On voit que c'est pas le nature, cas. la réalité, elle est assez brutale et c'est pas du tout le cas. Ça pourrait être le cas, mais il faut s'imaginer, là, si on regarderait la vie, la biologie, comme elle fonctionne, ça peut être le cas. Il y a des adaptations, avec l'évolution. Charles Darwin est passé par là, on l'a compris un peu plus maintenant. En fait, c'est le cas, mais il faut des millions d'années. Heu, mais si on laisse, ben, là, on voit bien le mildiou, l'oïdium, il est, depuis 1850 en Europe. On a maintenant 180-170 ans de présence. En fait, le pinot, le chasselas, il est autant sensible qu'il y a 150 ans en arrière. Donc en fait, c'est mais et puis ce il faut s'imaginer pour qu'il y a ce genre de choses, il faut en fait qu'il y a la sélection naturelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y a du mélange, il faut qu'il y a du création de cépages, puis après la sélection naturelle passe par là et va garder ceux qui sont les plus résistants. Mais en gardant un individu, un génotype comme ça, en fait, ça marche pas. Ça, c'est pas possible, d'ailleurs, on le voit bien, hein. Je dis en plus, si c'était juste un problème de quelques pourcents, on pourrait dire: «Oui, on tolère». Mais en fait, vu que c'est en fait, c'est comme pour nous, si on a un virus qui nous tue, à une mortalité de 80. On peut pas survivre, on est obligé de trouver une solution, quoi. Donc sur ce côté-là, malheureusement, cette technique un peu de se dire: «On attend et puis ils s'endurcissent», ça fonctionne pas, ouais. En tout cas, pas avec ces cépages. Il faut changer. Ah, c'est super intéressant de le savoir. C'est vrai qu'il faut apprendre à faire confiance aussi un peu à la science parce que Ouais, alors après, j'aurais presque envie de dire, il y a la science et puis après il y a la réalité. Je veux dire, le vigneron, il a pas besoin de faire de la science pour ça, même si c'est de la science, mais il peut se dire: «Oui, alors moi, je fais confiance à cette théorie, je plante mon chasselas, mon pinot, je fais rien. Une année, tu as rien, 2 années, tu as rien, 3 années». Tu dis: «Bon, peut-être qu'après 10 ans, tu as rien», mais en fait, après 10 ans, il y aura toujours rien parce qu'il y aura une telle pression de maladie, et puis pendant ce temps-là, tu déjà après 3 ans, tu as fait faillite, quoi. Donc en fait, c'est pas possible, quoi, donc ça marche pas. et pour un vigneron qui voudrait, tout changer, c'est un coût énorme de passer avec des nouveaux cépages résistants. Est-ce qu'il y a des ils sont aidés, par la Alors, fédération? maintenant la confédération propose des aides justement pour investir sur ces nouvelles plantations, donc il y a quelque chose. Après, il faut bien s'imaginer le vigneron, les vigneronnes, ce qu'ils font la plupart à juste titre, c'est qu'ils essayent un petit peu, ils mettent une parcelle pour regarder, tâter un peu le marché et tout ça. Donc généralement, c'est des choses qui vont prendre du temps pour aller vers là, mais oui, il y a des aides, après par contre, ça reste quand même, de l'entreprise privée, donc les gens doivent prendre le risque après. Mmh. Lorsqu'on plante, bah, ça veut dire qu'il faudra pouvoir vendre le vin après ou en tout cas essayer, donc voilà. Après, il y a aussi la possibilité, certains, font aussi des cuvées qui font pas forcément disons un marketing sur le fait que c'est un nouveau cépage et tout ça. Ils travaillent plus sur au niveau des cuvées, donc ouais, ça c'est un peu différentes stratégies de valoriser en fait ces cépages, ouais. Et alors toi, ta vision à 20 ans de ce qui va se passer, est-ce que tu penses qu'on va arriver, dans ces 20 prochaines années avec, bah, le travail que tu fais notamment, que vous faites ici à l'Agroscope? Je suppose que dans chaque pays, il y a ces recherches aussi. Est-ce que tu penses qu'on va arriver à faire, des cépages assez résistants aux maladies pour arrêter de traiter totalement ou Ouais, alors ça, c'est toujours la même chose. L'agriculture, malheureusement, c'est vrai que des fois on aurait, mais pas que dans l'agriculture, on aurait envie de vivre dans un monde peut-être idéal, parfait. Malheureusement, la réalité, elle est pas comme ça. C'est vrai que même ces cépages qui sont très résistants, en fait, on peut pas se passer des traitements totalement. Parce qu'il faut s'imaginer, c'est comme nous, lorsqu'on fait des traitements antibiotiques, par exemple, avec des médicaments, c'est qu'au bout d'un moment, le pathogène qui est en face, il va en fait s'adapter, muter et contourner ces résistances. Et en fait, c'est ce qu'on a peur, c'est qu'on a ce problème-là où on a des vignes qui sont résistantes maintenant et d'ici 10-15 ans, ils sont plus résistants. Donc, pour aider et puis pour éviter ce phénomène-là, c'est de se dire, il faut les traiter une fois, parce que comme ça, avec cet aspect de traitement, s'il y a quelque chose qui contourne, au moins on lui tape sur la tête puis il va s'arrêter là. Donc on voit bien le fait d'avoir des résistants et les traiter une fois, alors c'est un gain énorme de passer de 10 à 1, c'est un gain énorme, mais par contre, on ne va pas pouvoir renoncer totalement au traitement. Alors c'est sûr qu'au niveau marketing, au niveau, storytelling, ce serait tellement beau de se dire que on vit encore au paradis, puis qu'on fait rien, puis tout pousse et puis c'est magnifique. Malheureusement, ce ne sera pas comme ça et on voit aussi les autres problèmes qu'on a, je te parlais avant des mildiou et de l'oïdium, c'est que en fait, lorsqu'on les traite, en fait, indirectement, on va contrôler d'autres maladies qui ne sont pas très problématiques lorsqu'on fait une lutte classique contre le mildiou et l'oïdium. Lorsqu'on a ces cépages résistants, on diminue les traitements drastiquement. En fait, on a ces maladies qu'on les appelait secondaires,
parce qu'elles ne posaient pas de problème, bah, qu'ils deviennent un problème. Donc en fait, c'est pour ça que de tous côtés, de toute façon, je pense que des choses véritablement à zéro traitement, déjà, c'est pas recommandable parce qu'on aura ces problèmes de contournement et puis on aura d'autres maladies. Donc en fait, il faut s'imaginer, je pense que c'est un peu le bon sens terrien, mais après, malheureusement, c'est comme ça la réalité. Dans le marketing, c'était plus difficile à le dire, mais quoique, je pense que si on explique aux consommateurs, vous voulez, c'est comme ça, on est obligé un minimum, sinon on a des Sinon, problèmes. il y a pas de vin. Bah, sinon, il y a pas de vin, donc mais après, il faut le faire de manière raisonnée, justement, pour pouvoir essayer de diminuer. Donc, on voit, le but, c'est quand même de pouvoir réduire ces intrants, d'avoir moins d'impact sur la nature, sur la biodiversité et tout ça. Donc, on va dans la bonne direction, quoi. Par contre, on va pas pouvoir être noir ou blanc. On va pas pouvoir dire maintenant, ouais, ce serait trop beau, mais malheureusement, c'est pas qu'on veut pas. Je veux dire, encore une fois, c'est que c'est vraiment la réalité. Cet écosystème comme il faut s'imaginer. Nous, on a envie de cultiver la vigne pour boire du vin. C'est une noble tâche, c'est un noble produit, mais il faut voir de l'autre côté, en fait, il y a des pathogènes qui ont envie de se régaler, qui ont envie de vivre, qui ont envie de se proliférer et de se nourrir. Donc, en fait, on est en concurrence directe, nous, avec eux. Donc, il faut bien qu'on trouve des solutions pour en fait, les tenir à l'écart euh, sur ça. Et là-dessus, le réchauffement climatique, c'est un ennemi ou un ami? Ah, alors ça, disons, je dirais, c'est une difficulté parce qu'il faut s'adapter. Alors après, comme tout dans la vie, les changements, bah, ça peut être positif, ça peut être négatif. Mais le problème, c'est qu'il faut s'adapter. C'est-à-dire qu'on voit dans certains cas de figure, sur certains terroirs, des cépages comme le pinot, en fait, avec le réchauffement climatique, la typologie de vin évolue un peu. C'est-à-dire qu'on a des goûts peut-être plus sur la confiture, plus cuits. Donc, en fait, on voit que ça évolue. Alors, peut-être certains consommateurs se régalent de ça, d'autres moins. Puis après, il faut voir sur un ensemble. Et puis peut-être sur certains terroirs, il faut évoluer et puis il faut remplacer le pinot sur des choses qui se ça par exemple, ouais, effectivement. Mais après, la difficulté aussi, il faut s'imaginer, on voit une variabilité sur les millésimes, donc on ne peut pas non plus aller sur des choses trop tardives, parce qu'après tout d'un coup, sur un millésime qui est déjà peut-être plus frais et tout, on n'arrive pas à mûrir et puis du coup là, la qualité se ressentira. Donc on voit, tout est dans la nuance, on ne peut pas faire des gros coups, c'est un gros paquebot, on ne peut pas faire des gros coups de volant parce que sinon il y a tout qui part en sucette. Donc c'est vraiment c'est des réglages fins. Et puis ça, les vignerons et les vigneronnes sont expertes avec leur savoir-faire, leur ressenti, qui connaissent leur terroir, leurs conditions pour pouvoir faire en sorte qu'ils font des produits au final merveilleux avec leurs conditions. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. C'est De hyper rien. intéressant. Qu'est-ce qu'on peut te Merci à souhaiter dans toi. tes recherches? Ben, plein de succès et puis qu'on puisse continuer à développer ces cépages et puis qu'ensuite ils seront utilisés, en tout cas en partie. Et puis qu'aussi les cépages traditionnels et autochtones, moi je ne suis pas un partisan qu'ils disparaissent totalement. Je veux pas, l'idée c'est pas de les remplacer. Je pense qu'il va y avoir un équilibre. Dans certaines situations, il y aura un mélange des deux. Et moi j'ai un grand plaisir à boire un verre de chasselas à l'apéro et je me souhaite aussi Et moi donc. dire que ce sera le cas encore quoi, pendant de longues années. Bon, on le souhaite en tout cas. Merci à Merci et toi. bravo pour tes Tout recherches. bon, merci. Merci Bonne beaucoup. journée. Et nous, on se retrouve très vite pour la Goutte Podcast qui va faire une petite pause le temps de l'été avant de vous retrouver à la rentrée. Merci beaucoup.